Repenser la relation client à l'heure de la disruption, c'est le thème du prochain panel composé de Chloé Beauvalet, directrice des services et de la relation client PMU, Benjamin Cornic, directeur des communautés digitales et social media chez SFR, Vanessa Boudin-Lestienne, directrice générale adjointe et cofondatrice de The Social Clients. Mesdames, Messieurs, c'est à vous. Bonjour à tous. Je suis Vanessa, la fondatrice de l'agence The Social Client, agence conseil en digital que j'ai le plaisir en fait de diriger et d'animer avec une quarantaine de collaborateurs, Creative Technologies, Planner Strat, Community Manager. Certains d'entre eux sont d'ailleurs dans la salle et j'en profite du coup pour les saluer. On a été incubé en fait dans un groupe qui est le groupe Acticall, qui est un groupe de services intégrés dans l'expérience client. Et notre ADN est celle de l'engagement client. Et nos dispositifs qu'on met en place sont aussi bien en fait de la définition de votre espace client jusqu'à la mise en place en fait d'une campagne social marketing. On a une quarantaine de clients qui nous inspirent tous les jours et d'autres d'entre eux en fait ont accepté aujourd'hui de présenter en fait leur vision de la disruption de la relation client. Alors tout d'abord sur le thème qui nous regroupe là ce matin. Quand on parle de disruption dans la relation client, je voulais revenir sur un premier point qui est un changement de paradigme. Très clairement, dans notre secteur, dans la relation client, on voit souvent la relation client comme étant une fonction support, voire même des fois on nomme un centre de coût. Or, la relation client, du côté du client final, aujourd'hui, c'est ce qui fait la différence. La relation client, c'est devenu un axe concurrentiel très important et du coup, ça engendre en fait un certain nombre de points. On parle d'innovation, on parle de marketing en fait de points de contact. Le deuxième point également en fait que le digital en fait nous impose, c'est que quand notre métier est d'être là où est le client, et c'est là où on apprend à naviguer sur tous les canaux. Donc la disruption dans la relation client sur ce point-là, ça va être l'obligation pour les marques, bien entendu, de s'adapter en fait à ces nouveaux usages. Il faut savoir qu'en août 2015, plus de 45% en fait des visites web étaient faites depuis un mobile ou une tablette. C'était même pas 1% en 2009. Donc pour ça, un investissement, bien entendu, dans les différents espaces qu'on rend à disposition de nos clients, et aussi l'avènement du web humanisé. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a rendu en fait tout ce point-là nomade et qu'on a dématérialisé une partie de la relation client, se pose la question, moi j'ai toujours besoin de parler à mes clients. Et donc c'est là où on voit vraiment émerger l'importance en fait du chat, de la mise en relation en fait des clients depuis vos sites propriétaires, et puis maintenant l'instant messaging également qui fait partie de ce point-là. Autre phénomène également disruptant dans la relation client, c'est que nos clients ont obligé les marques à aller aussi se positionner sur les réseaux sociaux. Qui sont des plateformes sur lesquelles on n'est pas propriétaire. Et là, on est vraiment passé de la relation client privée, ce qu'on appelle le one-to-one, au one-to-many, voire même le many-to-many, c'est-à-dire des espaces dans lesquels s'opèrent en fait des sujets de relations clients qui sont des espaces publics, et voire même des espaces dans lesquels les clients opèrent entre eux en fait un échange autour de sa marque. Donc la relation client nomade, publique et également d'influence, c'est ce qu'on va présenter ce matin avec le témoignage de Chloé et de Benjamin. Alors tout d'abord, Chloé, tu as rejoint le PMU en 2011. Tu es directrice en fait de la relation client pour le PMU. En 2010, il y a eu l'ouverture du marché. Donc, en complément de votre activité sur les courses hippiques, est arrivé en fait le jeu en ligne. 5 ans plus tard, vous en êtes où?
Alors le PMU, c'est un groupement d'intérêt économique qui dépend des sociétés de course et qui a pour vocation de faire vivre la filière hippique française. Donc on en est aujourd'hui toujours dans la même situation en termes de positionnement, avec un énorme volume de clients de l'ordre de 6 millions qui sont principalement toujours dans les points de vente, et néanmoins une partie importante sur le digital, avec une activité diversifiée à la fois sur le pari sur les courses hippiques, mais aussi sur le pari sportif et sur le poker. Donc finalement, une très grande variété d'offres, une très grande variété de points de contact, comme tu disais, et pour autant, une relation qui finalement est relativement faible, de l'ordre de 2 millions de contacts, 1 million au service client, 1 million sur la prise de pari par téléphone. Donc en termes d'insight client, finalement, les insights sont plutôt dans les points de vente, dans l'interaction qu'il y a avec les patrons de bars, tabac ou de presse qui sont en relation avec nos parieurs, que nous n'avons pas, nous, en direct, puisque nous ne sommes pas propriétaires de ce réseau. Et donc, on a besoin, nous, d'avoir une relation plus intense. Et contrairement à d'autres marques qui essayent plutôt d'éviter les contacts avec le client, considérant que ça coûte très cher, nous, contrairement à ça, on essaye d'intensifier la relation, puisque finalement, 1 million de retours clients pour 6 millions de contacts, c'est pas beaucoup. Du coup, le digital est au cœur de ta stratégie de relation client. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Alors le digital, il est clairement fondamental. D'abord parce que dans la proportion des contacts qu'on a avec nos clients, la très très grande majorité des contacts vient finalement des clients sur compte. Et aujourd'hui, la plus grande part des clients qui jouent sur compte sont des clients du online. Donc déjà factuellement, les clients qui sont en contact avec le PMU de façon directe sont des clients qui sont sur le online. Ensuite, le digital, il est au cœur de notre stratégie parce qu'on a donc une partie de nos clients qui ne nous parlent pas. Donc on cherche proactivement à aller vers eux, à leur donner des informations au vu de ce que ceux qui parlent nous disent, dont on imagine que ça peut les intéresser. Parce qu'on a un moment un peu critique sur le recrutement, parce que l'autorité de régulation et la loi nous obligent à vérifier que le client est majeur, voire à vérifier ses coordonnées bancaires, ce qui est quand même assez sexy dans un parcours de recrutement. Donc c'est un moment où on a besoin d'accompagner le client de façon très particulière. On a une petite proportion de clients réclamants. Finalement, c'est assez peu sur la volumétrie totale de nos clients. On est de l'ordre de 8% de réclamations, le reste étant plutôt de la demande d'information ou du parcours un peu administratif dans la relation avec le PMU. Donc là, on a vraiment un besoin de faciliter la remontée d'informations pour savoir ce qui a fait générer la réclamation. Et on est sur une vraie stratégie multicanale en disant plus on lui donnera de moyens pour nous parler, plus on sera capable de traiter la réclamation et de la transformer en satisfaction. Et puis, dernier point, on a aussi une marque qui est assez aspirationnelle, avec des gens passionnés par les courses hippiques ou le turf de façon générale. Et donc, on a des gens très, très, très bavards qui ne sont pas toujours faciles à accueillir sur des plateformes assez traditionnelles de service client. Et donc, des aspects plus digitaux, plus communautaires nous permettent de les laisser s'exprimer et de pouvoir nous nourrir de la richesse de ce qu'ils ont à nous raconter. Benjamin, tu as rejoint SFR du coup l'année dernière. Tu es le patron en fait des communautés d'SFR. Ça consiste en quoi ? Un enjeu qui est extrêmement important pour l'ensemble des opérateurs téléphoniques, c'est la considération, le développement de la considération, particulièrement dans la bataille qu'on est en train de se livrer sur l'accès au très haut débit en général. La fibre en particulier, sur laquelle, par exemple, nous, chez SFR, on est aujourd'hui leader en termes de nombre de foyers qui ont accès à cette technologie. Chez nous, le problème, c'est de le faire savoir. Et du coup, je suis arrivé dans ce tournant-là, et l'enjeu pour un opérateur autour de la considération, il est extrêmement important au niveau communautaire. Pourquoi ? Parce que les deux facteurs qui influencent le plus cette considération sont à la fois le bouche à oreille et ce que vous lisez dans les forums et sur Internet. Très loin devant, tout ce qui est publicitaire, etc. Donc l'enjeu, il est là. Et pour vous illustrer ça, contrairement à PMU, on n'est pas du tout une industrie aspirationnelle dans les télécoms. C'est-à-dire que si vous travaillez, par exemple, au PMU, ou si vous êtes dans le luxe, la beauté, le parfum, que vous vendez du Nutella ou des boissons gazeuses, ce que vous avez typiquement comme réaction quand vous communiquez sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on voit derrière moi. C'est-à-dire que les gens sont extrêmement contents. Vous postez la photo du chat du directeur artistique de votre marque de luxe, vous avez 14 000 likes sur Facebook. C'est phénoménal. Dans les télécoms, c'est un petit peu différent. Typiquement, la réaction qu'on a, c'est beaucoup celle-là. Je vais vous donner un exemple. Quand vous rentrez chez vous le soir et que vous allumez la lumière et que ça marche, vous ne vous ruez pas sur Twitter pour dire « c'est formidable, j'ai de l'électricité chez moi, hashtag trop bien ». Vous ne le faites pas.
Dans les opérateurs télécoms, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les contacts qu'on a, ils sont beaucoup suscités parce que vous avez un souci, un problème, une question, etc., à laquelle, évidemment, on se doit de répondre. Donc aujourd'hui, l'ensemble des opérateurs telco sur le marché, que ce soit nous ou nos petits copains, on est confronté à une réalité, c'est qu'on a environ 70% de tonalité négative en moyenne sur l'ensemble de nos communications. Donc on a une réelle logique de flux et de résolution client à traiter qu'on fait avec les web conseillers au service client. Et pour vous donner une illustration de ça aujourd'hui, de ce que ça représente, aujourd'hui SFR est leader en fait en part de voix sur le social. On génère à peu près 35% de part de voix sur l'ensemble des opérateurs. La majorité de celles-ci, on la provoque bien évidemment. Et ça représente à peu près 81 000 mentions mensuelles qu'on se doit de traiter. Donc le travail est juste phénoménal et considérable sur cela. Donc mon métier en résumé, c'est finalement à la fois de traiter cette volumétrie avec le service client, bien entendu, mais aussi d'engager la majorité silencieuse qui ne s'exprime pas et qui est satisfaite de ces produits et services pour développer du prosélytisme autour de nos offres. Alors vous avez tous les deux fait le pari en fait du communautaire dans vos stratégies. On voulait partager avec vous en fait la définition de ce qu'est une communauté de marque. Une communauté de marque, c'est un groupe de personnes qui interagissent entre eux et qui échangent entre eux dans un cadre en fait qui sera celui de vos produits et de services. Alors du coup, comment on fait pour activer en fait une communauté de marque ? Déjà, la première chose, c'est qu'on va identifier ces fameux groupes de personnes qu'on va pouvoir engager. Et comment on engage en fait ces différentes personnes ? On va s'attacher à comprendre leurs valeurs intrinsèques. Pourquoi en fait ces groupes de personnes vont venir passer du temps en fait au sein de votre communauté, contribuer au sein de cette communauté-là. Bien entendu, elle est à mettre en perspective avec votre retour sur engagement. Pourquoi vous avez aussi un intérêt en tant que marque en fait à activer cette fameuse valeur intrinsèque ? Et il ne faudra pas oublier qu'une communauté, c'est un dispositif conversationnel et c'est un dispositif d'échange. Donc tout ça se constitue autour d'un socle qui est cette fameuse promesse à partager qui va s'enrichir au fur et à mesure en fait de votre expérience. Autour de ce socle-là, c'est là qu'on définit en fait les parcours. Une communauté, c'est quoi ? C'est un forum, c'est un blog, ça peut être aussi du chat, ça peut être tout à la fois. Mais c'est bien sur ce socle-là qu'on va construire en fait ce parcours avec pour objectif de connecter les gens entre eux, puisqu'il faut qu'ils interagissent en fait entre eux. Et il ne faudra pas oublier de créer votre fameuse monnaie sociale. Il faut s'échanger quelque chose. Donc un like est une monnaie sociale, un vu est une monnaie sociale. Et travailler aussi plus particulièrement ce qu'on appelle les little data, ce qui font que vous êtes unique en fait dans cette communauté et que votre rapport dans cette communauté sera complètement unique. Alors, du coup, Benjamin, la communauté en fait de SFR, elle a déjà été lancée il y a plus de 2 ans. Tu peux nous expliquer en fait dans quelle démarche vous vous êtes mis à ce moment-là ? En fait, la genèse de la création d'une communauté propre à SFR, elle vient de l'examen d'où provenaient finalement les 81 000 mentions dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et comme vous le voyez, bien entendu, on a du flux sur Facebook et Twitter, mais la majorité finalement de ce volume-là, il provient des forums. Et c'était une logique extrêmement éclatée, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui énormément de forums, donc c'est très fragmenté, d'où la décision finalement dans une logique de service de créer un forum dans lequel on serait capable de certifier un certain nombre de réponses et d'apporter du contenu également. Et aujourd'hui, c'est plus 68%, mais c'est 76% maintenant des mentions de SFR qui proviennent de notre forum en propre. Donc on a réellement réussi à agréger finalement l'ensemble de cette part de voix qui était phénoménale autour de nos produits et de nos services. Donc vous êtes accroché en fait à un usage qui existait déjà, vos clients étaient déjà sur ces forums et vous avez proposé du coup à vos clients de continuer cette conversation dans un espace en fait qui est le vôtre. Exactement, et aujourd'hui finalement les usages du forum ils sont sur une base de questions ou en tout cas de problématiques sur lesquelles finalement les usagers ou les clients peuvent trouver des réponses eux-mêmes. C'est-à-dire que en les demandant à la communauté, par exemple accéder à certaines offres ou des questions sur l'expression de la facture,
Et aujourd'hui, finalement, le forum, c'est déjà une grande diversité de rubriques et de thématiques, de contenus qui sont entièrement créés par les utilisateurs. En fait, le rubricage, il est fait par eux sur des fonctions communautaires, c'est-à-dire se présenter, se connaître, échanger autour du numérique sur lesquels on fournit beaucoup de contenu, mais aussi avoir accès à ces services, apprendre à s'en servir. Donc aujourd'hui, le forum SFR, c'est 1 million de visites par mois. On sait que 30% de ces visites-là se font en mode authentifié, donc c'est vraiment des gens qui font l'effort de s'authentifier et de s'identifier. On a à peu près 15 000 posts par mois et 1% seulement de posts qui sont sans suite, c'est-à-dire que la communauté répond d'elle-même à 99% des questions qui sont posées par d'autres clients. Et du coup, comment vous mesurez l'efficacité justement du forum ? On a des indicateurs, bien entendu, de mesure de l'effort client pour trouver une réponse à ces questions, mais aussi de satisfaction, bien entendu, par rapport au service. Chloé, toi, tu as fait le pari de la communauté fin 2014. Est-ce que tu peux expliquer la démarche qui t'a amené à construire cette communauté ? Alors nous, on était vraiment, comme j'expliquais tout à l'heure, dans une démarche d'intensification de la relation. Donc on est allé chercher des contacts additionnels par rapport à ceux qu'on avait. En revanche, il n'y a pas eu de miracle au PMU comme ailleurs. On ne m'a pas donné 3 fois plus de budget pour la relation client. Donc l'idée, c'était d'avoir plus de contacts, mais ISO budget. Donc ce qu'il fallait faire grandir, c'était le one-to-many sur les réseaux sociaux, le self-care et le communautaire pour que les clients se débrouillent entre eux. Donc l'idée, c'était de transformer un métier de traitement unitaire de demande client à une animation d'un ensemble de canaux de relations clients, de façon à ce que, d'une façon ou d'une autre, le client trouve une réponse à sa question, quitte à le faire tout seul ou à se faire aider par d'autres clients. Donc on a commencé par faire exactement la même chose que Benjamin, d'aller regarder quels étaient déjà les usages. Donc il y avait des clients qui nous parlaient déjà, et puis il y avait des clients qui parlaient de nous ailleurs. Donc on est allé voir ceux qui s'exprimaient, et on les a pré-recrutés sur un bêta-test que vous voyez là, en faisant une sorte de teasing pour leur dire venez nous aider à construire la communauté de demain. Donc de la même façon, on n'a pas voulu partir de quelque chose qui serait une page blanche, mais de reprendre les thématiques qu'on avait déjà sur les autres canaux de la relation client, téléphone, mail, chat et courrier. On est reparti de là, on s'est nourri de la réalité des clients qui déjà s'exprimaient sur le PMU, et pendant 4, 5, 6 semaines au total sur le bêta-test, on leur a demandé de co-construire avec nous le socle de ce que serait la communauté ensuite, donc à la fois sur les aspects self-care et sur les aspects communautaires. Et du coup, pendant cette période-là, donc les bêta-tests, c'est extrêmement structurant. Quand on active en fait une communauté, systématiquement, on recommande d'abord de faire un bêta-test pour recruter, produire les premiers contenus, surtout ne pas lancer de coquilles vides. Il y a eu des bonnes surprises pendant ce bêta-test. Déjà, la bonne surprise, c'est qu'il y a 200 clients qui ont dit oui, qui sont venus sur le bêta-test. Donc, rien que ça, c'était une bonne nouvelle. Et ils nous ont aidé à créer 2000 contenus. Donc, déjà, c'était relativement rapide. Et même, on a été surpris par la rapidité avec laquelle les clients ont donné plein de choses. En fait, finalement, c'est dans les 2-3 premières semaines que tout s'est passé. Et on a fait 6 semaines de bêta-test. Je pense qu'on aurait pu s'en tenir à 3 ou 4. Ça aurait été suffisant. Parce qu'ils ont donné énormément de matière d'emblée. La surprise, c'était aussi les thématiques. Alors, le truc qui nous a bluffé, c'est que la question la plus posée et consultée, c'était ce que c'est que la musique d'un cheval. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la musique d'un cheval, mais c'est l'historique de ses performances dans les courses passées. Question que nous n'avions jamais au service client, puisque vous appelez pas pour poser ce genre de questions. Mais en revanche, c'était une vraie interrogation que les clients avaient, parce que dans un certain nombre de documents, on voit marqué musique du cheval, 2 points, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 3, 4. Donc finalement, ils se demandaient ce que c'était que ce truc-là. Donc oui, des surprises aussi sur les contenus, et des surprises aussi sur la volonté de participer, qui ne s'est pas démentie ensuite, puisque la plupart des bêta-testeurs sont toujours présents aujourd'hui sur la communauté. Alors, du coup, au sein de la communauté, on va retrouver les différents thèmes, bien entendu, du PMU. On a également plein de formats différents, forum, un lexique, la partie FAQ. On a commencé un petit peu à l'aborder là dans la partie des bêta-tests. Dans une communauté, il y a un autre sujet qui est très très important, qui sont les ambassadeurs. Ce sont eux qui vont venir en fait construire les contenus. Et en introduction en fait de ce sujet-là, je voulais vous présenter en fait ces grands KPI. Alors bien entendu, qui varient en fonction des industries et des thèmes de la communauté. Il faut savoir que
Déjà, 90% des actifs en fait, au sein de votre communauté sont juste des personnes qui vont venir consulter le contenu. Donc on est vraiment dans une démarche de consultation. 9% vont contribuer d'une manière ponctuelle et vous avez 1% d'entre eux qui sont les fameux super contributeurs ou encore ambassadeurs qui, eux, vont venir en fait produire entre 20 à 50% en fait, de votre contenu. Alors souvent on me dit oui, bah, ça c'est bien pour les communautés B2C, mais c'est aussi valable pour les communautés B2B. Si on se dit que ces ambassadeurs sont peut-être les experts aussi en interne dans vos organisations et dans vos marques, vous prenez les mêmes ratios, ça fonctionne, et on est même sur plus que 50% en fait, du contenu qui est produit par ces super contributeurs. Alors, au sein de la communauté SFR, c'est un programme en fait qui, au fur et à mesure, s'est construit. Aujourd'hui, il repose sur quoi? Ils sont une soixantaine, c'est ça, les ambassadeurs? Oui, exact. On a été assez surpris de voir émerger naturellement une communauté de super contributeurs en fait dans le forum. Ils sont aujourd'hui une soixantaine. Juste pour illustrer un petit peu ça, bien entendu, il y a une très large communauté de gens qui contribuent de manière périodique. Ces gens-là, par exemple, les 10 plus actifs d'entre eux, ils passent environ 35 heures par semaine sur le forum à engager et à répondre avec d'autres membres. Ils font ça le soir, le week-end, pendant leur temps libre. Ce sont de véritables experts. Ils disposent effectivement d'un panel de connaissances qui sont réellement impressionnantes. Ils contribuent, ces 10 plus gros contributeurs-là, ils font 23% de l'ensemble des postes. Et l'ensemble des super contributeurs apportent 42% de l'ensemble des réponses qui sont approuvées dans le forum. Donc c'est juste phénoménal. Et ces gens-là, en fait, on a noué avec eux, au fur et à mesure, une relation très privilégiée, avec des rencontres, ce qu'on appelle in real life, qui nous ont demandé, hein, donc on les reçoit 2 fois par an sur le campus SFR, on leur fait rencontrer des gens qui sont responsables du réseau, responsables du marketing, des offres, du service client par exemple. On organise avec eux 2 fois par mois des visioconférences, donc c'est 53 visioconférences qu'on a fait depuis le début du forum. Et on leur envoie aussi des produits en bêta-test pour qu'ils puissent se faire la main dessus en avant-première. Mais on leur offre aussi un certain nombre de privilèges sur le forum, c'est-à-dire un forum privé dans lequel ils peuvent discuter entre eux, échanger des connaissances, une reconnaissance aussi de leur statut avec un certain nombre de privilèges, et aussi des droits de co-animation. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont le droit de modérer le forum, le cas échéant, bien qu'on modère quasiment rien aujourd'hui dans le forum, et d'écrire aussi des articles à notre place sur le blog en fonction de ce qu'ils ont aimé d'un produit ou d'un service. Et du coup, ce programme, on a voulu construire un certain nombre de marqueurs. Il y a eu un événement important, c'était les 2 ans de la communauté il y a quelques mois. Qu'on a fêté au début de l'année, oui, c'était l'anniversaire du forum, on a fêté les 2 ans. Et pour ça, on a souhaité, Il fait très chaud en haut. Voilà, ça va mieux. On a souhaité leur dire merci de manière assez particulière. Il faut savoir que sur le forum, quand quelqu'un apporte une réponse à votre question, vous avez l'opportunité, comme sur Facebook, vous avez un petit like qui s'appelle un merci. Vous pouvez remercier cette personne de la réponse qu'elle vous a apportée. Et nous, ça nous a inspiré pour une petite célébration justement avec les membres d'honneur. Du coup, on vous montre la vidéo et on vous raconte après. Ça me fait très plaisir. Kendokan, pour moi, c'était très important d'être là aujourd'hui pour tout ce que tu fais au quotidien. Dieu sait qu'on a plein de questions de clients, de nos clients, et que tu y réponds. Et à ce titre-là, nous aussi, on voulait te dire merci avec un petit cadeau. C'est un compteur de merci. Tu vas pouvoir le brancher. Donc là, vous avez Yann Caron qui est directeur marketing de notre marque digitale qui s'appelle Red, et Kendokan, c'est son pseudo sur le forum, qui est une de ses super contributrices. Et il lui a remis un compteur connecté qui est directement relié au nombre de merci qu'elle reçoit sur le forum et qui s'incrémente en temps réel. Donc c'est une manière de lui exprimer la gratitude de l'ensemble de la communauté envers ses contributions sur le forum. Il faut savoir que cette célébration n'était pas limitée aux membres d'honneur, simplement. Il y a plus de 230 000 personnes qui ont participé à cette opération-là, de cette célébration finalement des 2 ans du forum. Donc c'était vraiment pour nous un point tournant finalement dans la relation qui est construite par les clients entre eux.
Alors l'autre phénomène également de transformation dans la relation client, c'est que le consommateur n'achète plus un produit, mais une expérience. Bon, chez nous, il achetait de toute façon pas seulement un produit, puisque pour ceux qui ont déjà parié, on peut regarder un match de foot ou regarder une course hippique. Quand on parie dessus, c'est bien l'expérience, l'émotion qui vient s'ajouter au produit lui-même qui rend le moment unique. Donc on était, quoi qu'il en soit, déjà dans la dimension expérientielle du produit. Donc, ce qu'on sait aussi, c'est que la prescription, en fait, est un des premiers critères de choix, en fait, hein, dans le monde des opérateurs, mais c'est aussi le cas dans l'assurance. On en a déjà parlé, d'ailleurs, pendant le hub. Dans ce point de prescription, effectivement, il va prendre l'avis de ses proches. Si on le retranscrit, en fait, aujourd'hui au social, c'est aussi maintenant l'avis des pairs. Et c'est plus particulièrement sur ce sujet-là qu'on a travaillé ensemble, Benjamin, au travers notamment de la box fibre. Effectivement, dans le cadre de la box fibre, il y a un point qui était important, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la considération de choisir votre opérateur là-dessus, c'est aussi l'avis des pairs, des autres consommateurs qui ont déjà fait ce choix-là. Notre challenge à nous, c'est que je vous l'ai expliqué, on est dans une industrie de dette. Les gens qui s'expriment en général, c'est qu'ils ont quelque chose à vous dire. Ils ont un problème ou ils ont rencontré une question sur leur service. Donc finalement, quand on demande aux gens ce qu'ils pensent de nos produits et services, si vous ne le faites pas au bon moment, vous avez ce qu'on appelle un biais d'autosélection. C'est-à-dire que les gens qui vont répondre à votre questionnaire sont ceux qui ont probablement quelque chose à vous demander par rapport à cette relation-là. Donc la note qu'on avait avant, quand on faisait ce genre d'initiative-là, ne correspondait pas du tout à ce qu'on constate par ailleurs dans les sondages de satisfaction client sur cette offre-là. C'est-à-dire qu'on avait une note qui était bien en deçà des scores de satisfaction qui sont beaucoup plus proches du 5 que du 3. Donc ça nous a donné l'idée de lancer une expérience, en tout cas un service, qui nous permettrait de nous adresser au client au bon moment en lui délivrant un service et en ayant l'autorisation ensuite de lui demander un avis. Et on a décidé pour ça de répliquer ce qu'on connaît en boutique. Aujourd'hui, vous pouvez, quand vous prenez la fibre, assister à des ateliers de formation qui sont conduits par les conseillers directement en boutique. Donc on vous apprend à vous servir des fonctionnalités principales de la box fibre, ce qui vous permet d'avoir une meilleure expérience du service. Ce qu'on a décidé de faire tout simplement, c'était de digitaliser cette expérience-là avec ce qu'on a appelé l'émission de Stéphane François Régis. On a une petite vidéo pour le présenter. Voilà, on va présenter Stéphane François Régis. Moi, c'est Stéphane François Régis. Oui, je vois bien votre petit sourire. Mais non, Stéphane François Régis, c'est pas ridicule. Et j'assume parfaitement. Maman, sérieux, Stéphane François Régis, mais t'as craqué ce jour-là ou quoi? Oui, enfin bon, vous vois, vous, avec votre prénom classique, à vous demander comment pimenter votre vie classique. Eh bien, tout ça, c'est terminé. Grâce aux missions de Stéphane François Régis. Des missions faciles, avec plein de cadeaux à la clé. On va terminer pour lui. Il est bloqué. Il est kéblo. En fait, Stéphane François Régis vous propose une série de tutos. Donc vous voyez que c'est un personnage assez décalé, avec une approche très très fun, ce qui permet de garder de l'engagement des gens sur quelque chose qui pourrait être extrêmement rébarbatif. Personne n'a envie de lire un manuel, même pas en ligne. Donc en fait, l'idée de proposer des missions aux gens avec des petites choses à réaliser très simples, c'était l'approche qu'on a eue. Donc en fait, on a fait un site qui est conçu même comme étant mobile first. Vous le consultez avec le mobile dans une main et la télécommande de la box fibre dans l'autre. Et en fait, on vous propose de marquer des points en passant à travers le tuto. Donc le ton est extrêmement fun. Donc la première étape, c'est d'avoir un tutoriel fonctionnel pour découvrir un certain nombre de fonctionnalités plus avancées de la box qui vous permet de faire l'expérience de l'ensemble des services. Donc par exemple ici pour la VOD, où on vous propose un petit peu comme Gravity d'envoyer votre famille dans l'espace. Donc là, on vous apprend à vous en servir. La deuxième étape, pour nous, c'est effectivement de vous inciter à déposer un témoignage ou un avis. Et ça, on le fait en 3 étapes. C'est-à-dire que déjà, on vérifie. Vanessa, si tu veux passer à la prochaine slide, s'il te plaît. On vérifie déjà que vous ayez compris en fait la manière d'accéder à ce service-là. Vous avez un petit test de connaissance là que vous voyez à gauche. Ensuite, on vous demande de noter la fonctionnalité. Et dans la 3e étape, de nous donner un feedback, une rétroaction ou même des idées sur le service. Donc ça nous permet finalement d'alimenter une base qui est extrêmement intéressante finalement en termes de feedback client et qui est extrêmement riche aussi pour les autres clients qui voudraient passer à ce service-là.
Et du coup, en utilisant la gamification, l'engagement, en termes de résultats, ça donne quoi ? En termes de résultats, c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'on arrive à capter des gens. Il y en a énormément qui font l'ensemble des missions, justement, grâce à ce système de gamification où vous gagnez des points que vous pouvez mettre en jeu après dans des jeux concours. Avant, si on était un hôtel sur TripAdvisor, vous n'auriez probablement pas booké une chambre chez nous. Et après, justement, grâce à cette expérience-là, finalement, on a une note, un avis qui se rapproche beaucoup plus de la réalité de ce qu'on constate en expérience client avec notre service. Donc finalement, on a réussi en délivrant un service à avoir un avis qui était beaucoup plus fiable et beaucoup plus proche de la réalité et qui est cette fois, lui, consultable et social. Alors, on avait aussi envie de porter en fait un autre message, c'est que le digital, ça nous permet aussi d'être les mêmes, mais en mieux. J'ai pris cette citation dans le rapport d'activité du PMU. Chloé, aujourd'hui, tout ce que vous faites au travers du digital, comment ça influence aussi toute la partie relation client traditionnelle ? Alors c'est les mêmes d'abord et en mieux ensuite. Les mêmes parce qu'en fait on retrouve sur le digital ce qu'on a nativement dans la proximité du point de vente. C'est-à-dire que si un point de vente fait mal son travail, que le patron est pas sympa, que les clients sont mal accueillis, le bouche à oreille de proximité dans le village ou à proximité dans les rues adjacentes au point de vente fait que on n'y va plus. C'est effectivement la même chose qu'on peut retrouver finalement sur le web. Donc c'est bien les mêmes. On retrouve des choses du monde réel dans le digital. Et inversement en mieux. Parce que, ça a été dit tout à l'heure par AXA, mais on est bien dans une relation qui passe d'une relation finalement passive ou réactive à une vraie conversation. C'est un peu tarte à la crème, mais c'est la vérité. Et cette conversation-là, finalement, elle est venue nourrir la façon dont on traitait les canaux historiques. C'est-à-dire que le ton un peu décorseté qu'on est obligé d'avoir, vu la réactivité des médias sociaux et de la communauté, la latitude qu'on est obligé de donner à nos animateurs, à nos web conseillers sur ces médias communautaires, parce qu'on n'a pas le temps de faire autrement et aussi parce qu'on a choisi de mettre les meilleurs sur ces instances-là de façon à ce qu'ils aient la capacité à le faire. Donc en termes de compétences et en termes de timing, c'est comme ça que ça s'opère. Mais finalement, c'est venu nourrir ce qu'on faisait sur le mail ou le téléphone ou le chat en disant mais finalement, pourquoi on leur donne des scripts d'appel, pourquoi on les évalue sur certains items. Et on a enlevé le corset qu'on avait mis sur les canaux traditionnels et finalement le digital enrichit au-delà du digital les canaux traditionnels de la relation client. Chloé, tu viens en complément de ton rôle de directrice de la relation client, également être nommée responsable du département connaissances clients et data. Et du coup, comment la relation client aussi, comment tout ça va s'articuler autour du digital ? Le vrai sujet, c'est la capacité d'une entreprise à capter les insights des clients pour améliorer l'ensemble des parcours clients. Et c'est ça qui est à la fois facile et compliqué. Facile parce qu'on a la matière première sous la main, on n'a pas besoin d'aller la chercher, elle est là. Et il y a plein de gens dans l'entreprise qui finalement la captent et savent. Après, la question, c'est comment on l'agrège et comment on la restitue. Donc cette double casquette, à la fois sur la connaissance client et sur la relation client, fait que j'ai la chance d'avoir le quali et le quanti entre les mains. Et donc, il faut maintenant qu'on arrive à restituer cette information pour éclairer les prises de décision, éclairer les ajustements de ressources et de moyens pour s'assurer que on va bien travailler avant tout ce qui génère soit de l'insatisfaction client, soit ce qui génère de la sursatisfaction ou de l'enchantement et faire en sorte qu'on améliore globalement le fonctionnement de l'entreprise. Du coup, ton année 2016, elle sera faite de quoi ? Alors, on est beaucoup sur un sujet qui a été maintes fois évoqué au Web Forum, qui est le nomade. La question, c'est bien de contextualiser toute cette dimension collaborative ailleurs que sur la communauté elle-même. Donc, on a eu un petit exemple récemment qui était qu'on a lancé un panier. Alors, un panier en e-commerce, c'est pas totalement original, mais pour nous, c'était un lancement qu'on a accompagné en prenant les contenus de la communauté et en les mettant ailleurs sur nos sites. Et en mettant tous ces contenus aussi à disposition sur les tablettes et les mobiles. Donc on est sur, on va dire, une mise à disposition des contenus ailleurs que sur l'espace fermé du self-care et de la communauté. Et puis le deuxième sujet, c'est vraiment la co-création. Alors beaucoup de gens en parlent. Hier soir, il y avait un événement sur les PAM de la relation client où 78% des personnes qui étaient dans la salle disaient la co-création avec les clients, mytho réalité. Ils ont répondu réalité. Je crois que c'était un peu utopique encore, à la vraie co-création, à savoir être capable de transformer
une idée donnée par un client en un vrai plan d'action, une vraie fonctionnalité qu'on met en place, et donner au client ce retour d'information en lui disant merci et grâce à vous on a fait ça. Il y a quelques marques qui le font, il n'y en a pas beaucoup, donc on aimerait bien faire partie de celle-là. Et enfin, pour conclure en fait ce panel, je ne pouvais pas m'empêcher en fait de faire un call to action au prochain invité. C'est Messenger for Business. Ça a été annoncé en fait en mars par Facebook. Aujourd'hui, disponible en expérimentation essentiellement en fait aux États-Unis. Messenger va très clairement s'inscrire en fait dans la relation client. On sait que le chat aujourd'hui est un canal de contact très appétant sur lequel on a des niveaux de satisfaction très hauts. Et Messenger, avec l'instant messaging, nous propose d'offrir une expérience encore plus complémentaire à nos clients. Et le programme Messenger for Business nous permet de commencer la relation en fait sur vos sites propriétaires et de la continuer directement dans Messenger. Ça s'inscrit complètement dans les besoins des clients. Je vous remercie.